Alors, qu'est-ce que c'est la bio-inspiration? C'est vieux comme le monde, hein. C'est simplement aller observer dans la nature des choses qui peuvent inspirer nos conduites ou nos agirs d'êtres humains. Alors, bien sûr, on pense au biomimétisme par rapport à l'architecture, par rapport aux formes, par rapport aux vêtements, au velcro, enfin, on va imiter. Mais la bio-inspiration, c'est aussi que la nature peut inspirer nos comportements, nos organisations. On peut aller beaucoup plus loin que uniquement être sur la forme. Alors, il y a maintenant 4 ans, j'ai lancé un événement qui s'appelle Émerveillement matinal et qui fonctionne sur un anti-prêt-à-penser. Donc là aussi, je rebondis sur ce que disait Axel, c'est-à-dire que dans la bio-inspiration, on ne vient pas avec des idées. On vient d'abord pour observer le vivant, pour écouter, et ensuite pour voir ce qui nous touche. Et ce qui est génial, c'est comme on est différent, comme on a des histoires différentes, on ne va pas être touché de la même manière. Et donc, voilà, je vous ai présenté le séminaire bio-inspiré. Donc, il y a une première partie, effectivement, où Georges, que je présenterai, va nous présenter, effectivement, le loup et la meute, puisque c'était votre commande. Et ensuite, il y aura un deuxième temps de questions-réponses, parce qu'on va vraiment prendre le temps avec Georges, justement, pour vraiment avoir le temps de poser toutes les questions que vous voulez. Et ensuite, on prendra un temps plus ou moins long, on verra, de bio-inspiration, voilà, que je vous ai déjà présenté. Et ensuite, je vous laisserai votre comité de direction. Ça vous va? Ok. On attaque. Alors, peut-être une petite introduction complémentaire sur la bio-inspiration. Le vivant, les araignées, elles sont là depuis des milliards d'années. Les champignons, la vie a une force incroyable et a inventé des solutions inimaginables. Récemment, le champignon enoki, c'est tout récent, on a découvert qu'en fait le champignon enoki avait un langage qui lui permettait d'utiliser plus de 40 mots, et il y a 15 mots quotidiens. Et de quoi parle le champignon avec ses collègues? Il parle de quoi? Il parle de nourriture disponible, il parle de danger, il parle de voilà. Le Socrates ixorizal, je suis allé le chercher loin puisqu'il vient du Panama, c'est un arbre, c'est le seul arbre au monde qui bouge, qui se déplace. Il peut faire jusqu'à 40 mètres par an. C'est un arbre, en fait, qui, puisque dans la forêt tropicale, c'est la guerre à la lumière. Donc lui, pour survivre, il a besoin d'aller vers la lumière. Donc quand il n'a plus de lumière, il lance ses racines au loin et il se déplace. Voilà. Et bien sûr, je termine sur une abeille de chez nous, avec une capacité en une demi-heure, au petit matin, d'aller dans les arbres et faire la météo des fleurs qui se sont ouvertes pendant la nuit. Et en revenant dans la ruche, en faisant une conférence avec une trentaine d'abeilles autour, elle arrive à dire précisément où il faut aller, la distance, et elle fait un petit bisou à chacune des abeilles pour lui donner le sucre qu'il faut trouver. Et en une demi-heure, vous pouvez avoir plus de 20 000 abeilles dans un arbre, dans un acacia en fleurs. Voilà. Donc je suis même ému, enfin ça m'émeut, voilà, c'est émouvant, le vivant est émouvant. Voilà, je l'ai déjà présenté. Donc, alors, juste revenir sur ça, c'est effectivement, j'en suis à 10 événements. On a fait les araignées de développement commercial, les blaireaux et la méconnaissance de l'autre, la communication virale et les abeilles dans la ruche. Enfin, en fait, à chaque fois, mon métier, c'est de faire un parallèle, de trouver des parallèles entre la vie de l'entreprise, la vie de la collectivité et effectivement la nature. Et je suis le premier, c'est une aventure ce que je fais, mais c'est à chaque fois extraordinaire. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose une séquence. Vous n'êtes pas habitué à ça. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais l'être humain oublie que nous sommes un mammifère comme les autres et que nous avons des besoins comme les autres animaux. D'abord, toutes nos cellules se renouvellent en permanence
grâce à la respiration, l'importance de la respiration, l'importance de l'alimentation et l'importance du mouvement. Voilà. Donc ce matin, je vais pas vous proposer quelque chose d'extravagant, je vous propose juste, si vous êtes d'accord, hein, personne n'est obligé quoi que ce soit, si vous êtes d'accord, de faire un petit exercice de respiration. Voilà. Donc je vous propose d'abord de bien vous asseoir et de vous accueillir. En fait, ce que je veux faire par cet exercice, c'est simplement dire qu'on oublie de s'accueillir soi-même. On oublie qu'en fait, on est des êtres carnés et on est là, voilà, et il faut s'accueillir et pas être seulement dans notre mental. Donc je vous propose de fermer les yeux, ouvrir les yeux comme vous voulez, poser les mains et on va faire 3 grandes respirations. Donc sur 4, on peut prendre une inspiration, maintenir et relâcher. Et bien vérifier qu'on respire en bas, au niveau du ventre. Maintenant, je vous propose aussi d'écouter ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a une tension en vous? Est-ce qu'il y a un endroit où ça fait mal? Est-ce que vous avez mal à la tête? Le corps, il est comme un enfant. C'est-à-dire que quand il a mal, il vous le dit. Et il faut l'écouter. Et quand vous l'écoutez et vous accueillez, ça se diminue. Donc je vous propose de faire ça, d'écouter ce qui se passe. Et enfin, je vous invite à de la gratitude. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie dont vous êtes content, heureux, ce moment? Voilà. Et on terminera là-dessus sur un moment de gratitude. De quoi vous pouvez être remercié, la vie, vous-même, vos collègues. Voilà. Merci de ce moment. On a une prof de yoga avec nous, donc on attend le prochain cours. Très bien. Merci de votre confiance déjà. Moi, je suis déjà dans la gratitude pour ça. Alors, je vais vous présenter maintenant Georges Jérôme. Voilà. Donc, Georges, merci d'être là. Alors, hop. Non, c'est avec plaisir. Ouais. Donc, petite présentation. Donc, vous êtes docteur en biologie animale. Vous êtes donc naturaliste. Vous êtes spécialisé depuis 40 ans sur les grands carnivores. Donc, les ours, que vous aimez particulièrement, les lynx, les chats, les loutres. Oui. Voilà. À votre actif, vous avez plus de 500 affûts de loups. Vous allez sur le terrain pour observer et étudier tant l'écologie que l'éthologie. Donc le comportement, l'éthologie c'est le comportement des animaux. Votre fierté, participer à la sensibilisation du rôle des grands prédateurs dans les écosystèmes. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Vous publiez régulièrement, vous faites partie du comité Plan National Loup et vous suivez, pas très loin, le dossier loup à la région Rhône-Alpes. Alors, vous allez donc nous parler du loup, effectivement avec un plan que j'ai construit avec Axel. Qu'est-ce qu'un loup, qu'est-ce qu'une meute et raison d'être d'un loup et d'une meute. La meute, un groupe en évolution au cours du temps, avec le rôle de chacun, l'intégration dans la meute et le départ de la meute. Et la troisième partie, la meute, un groupe adaptable en fonction de l'environnement. Alors, pour rentrer par l'anecdote, comment vous êtes arrivé effectivement, à vous intéresser au loup et à l'observer? Et est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous l'avez observé? On se rappelle toujours d'une première fois. Mais juste avant de répondre à votre question, je voudrais apporter une précision par rapport à ce que vous venez de dire. Oui, je suis pilote du groupe loup au sein d'une association, du groupe loup
sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais on n'a pas de relation avec là à côté, la région. D'abord parce que ça ne rentre pas dans leurs prérogatives, d'une part, et d'autre part parce que je pense qu'on ne s'entendrait pas particulièrement. D'accord. Voilà. Bien, alors maintenant je vais répondre à votre question. Ouais. Une première fois, c'est toujours un grand moment. Et c'est toujours, quand on fait d'autres observations, on a toujours tendance à faire référence ou comparaison par rapport à la première fois. Ouais. La première fois, c'était pas en France, c'était en Espagne, sur un spot où je vais régulièrement. J'arrête s'il y a quelqu'un qui a le temps qui vient. Bon. Et il se passe, mais c'est pas spécifique au loup d'ailleurs, quand on voit une bestiole pour la première fois, pendant un moment, on se demande si c'est pas du fantasme, si on n'est pas en train de rêver un truc auquel on a pensé sans arrêt. La bestiole, elle est là, mais non, c'est pas possible. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Alors après, je me suis dit, je vais quand même essayer de mieux comprendre cette bestiole. Une petite parenthèse avant que j'intervienne, deux choses. Un, je vais parler du loup et vous avez un timing. Or moi, quand on me connecte pour parler d'une bestiole et notamment du loup, ça peut durer la journée. Donc j'ai demandé à Alexis de gérer le timing. Bien, ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que on va parler spécifiquement, c'est ce que m'a demandé Alexis, de la meute. Bon, après, quand vous allez poser des questions, on peut poser des questions qui n'ont rien à voir forcément avec la meute. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire aussi la connexion avec d'autres animaux. Donc voilà, c'est ouvert aussi. Vous avez effectivement de quoi écrire. Si vous n'hésitez pas à noter vos questions pour que dans la partie questions-réponses, vous puissiez poser la question. Voilà, Georges, si vous voulez que je passe les diapos Non, je le. Voilà. C'est là-dessus qu'il faut appuyer. Par là, la petite flèche à droite. Voilà. Donc la première, c'est là, vous l'avez. Elle est là. Non, mais elle est pas là. Non, c'est là. Ouais. Si ça vous fait rien, je vous tourne pas le dos. Si je vous tourne un peu le dos, vous m'en voulez pas? Bon. Oui, le loup. Le loup, il a été éradiqué en France autour de. C'est le dernier loup qui a été tué en France. Il a été tué pas bien loin d'ici. Il a été tué à Morestel. C'est en 52 ou 54. Et pour le flinguer, il y a eu pratiquement des bataillons et des bataillons. Ils ont fait venir l'armée. Enfin, ça avait été. Bref. Mais c'était déjà un animal qui était probablement déjà venu d'Italie, alors qu'on peut considérer que la vraie disparition viable du loup date du début du XXe siècle. Il a disparu, et après un siècle, il revient en France. Il revient en France. Alors, la première observation, elle était faite, c'est ici, exactement à cet endroit. C'est à cet endroit-là qu'ils l'ont observé. Là. Là, c'est dans le Mercantour. Bon, c'est en 92, il faut quand même savoir que, on dit que c'est dans le Mercantour que le loup est arrivé. Il est arrivé simultanément dans le Queyras. Hein. Il y a eu des observations qui ont été faites, qui n'ont pas été. 92. Pourquoi le loup est revenu ? Alors vous avez certainement entendu dire que c'est des écolos qui les avaient réintroduits en hélicoptère, avec un peu de vipère aussi. Mais bon, non. Le loup, il est revenu parce qu'il y a eu plusieurs conditions. Un, la politique de préservation du loup en Italie, j'y reviens tout de suite après, ça n'aurait pas suffi. Le grand retour de la forêt, et je vais vous montrer
avec deux diapos comment la forêt s'est développée, puis ensuite la mise en place d'une politique de protection de la faune par les parcs nationaux, par les réintroductions d'ongulés. Donc très vite, je parle de la même, je zappe pas le problème de la meute, hein, mais j'explique pourquoi il y a des loups quand même. Alors, en Italie, il y avait une centaine de loups en Italie en 75. En 76, il y a un scientifique naturaliste qui faisait le poids, qui a obtenu la protection du loup en Italie. Depuis, à partir du moment où une bête comme le loup est protégée, c'est un canidé avec un taux de reproduction relativement important. Aujourd'hui, 1500 loups en Italie. C'est-à-dire qu'il a recolonisé toute la chaîne des Apennins. Et à partir du moment où il est arrivé en haut, il n'y a pas de frontière, il est passé de l'autre côté dans les Alpes. Ça, c'est la première raison, mais c'est la raison capitale. Je veux dire par là que si, en Italie, ils n'avaient pas protégé le loup, aujourd'hui, il n'y aurait pas encore, à 2 exceptions près, pas encore de loup en France. Il est en train de revenir un peu par l'Allemagne et il tente, mais c'est difficile, de revenir par l'Espagne. Mais la population de loups qui vit en France aujourd'hui est d'origine italienne. Le retour de la forêt, voilà, c'est pas 62, j'allais dire c'est pas vieux, mais pour vous si, mais pour moi non. Voilà, regardez bien ce paysage, 62. Vous l'avez mémorisé, regardez maintenant. Je peux revenir en arrière? C'est celui-là, là? Oui, c'est celui-là. Là. Où est-ce que c'est les Fraches? C'est où? J'en sais rien. Non, c'est dans les Alpes du Sud. C'est une diapo qu'on m'a donnée. Moi, j'ai une autre diapo que j'utilise pour la base Drôme. C'est pareil. Donc, quand on voit ce genre de milieu qui a été complètement recolonisé par la forêt, on se dit que aujourd'hui existent des espaces où les animaux peuvent être, si on ne les persécute pas, peuvent être plus tranquilles. Et puis, troisième raison, le développement des ongulés. Par exemple, j'ai des chiffres que j'ai pris pour la Savoie. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 cerfs, une population estimée à plus de 1000 cerfs en Savoie. Il n'y en avait pas en 50. Regardez le sanglier. Le sanglier, j'ai un copain qui chasse dans la Meuse. Quand il a commencé à chasser, il se tuait 500 sangliers par an dans la Meuse. Il s'en tue 30 000. Or, le sanglier, c'est une part très significative du régime alimentaire du loup. Voilà, ça c'était pour planter le décor. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'un loup? Ça c'est les questions. Hein. Qu'est-ce qu'un loup? Qu'est-ce qu'une meute? Raison d'être d'un loup et d'une meute. Ah, ouais, là il y a une inversion, ça fait rien. Je vais y revenir à cette question-là. Aujourd'hui, c'était pour terminer le retour, aujourd'hui entre 500 et 700 loups, presque exclusivement dans le massif alpin. Quand je dis presque exclusivement, et j'y reviens après, il y a les meutes, c'est-à-dire les structures de reproduction, etc. Et puis, compte tenu de ce qu'est la bestiole, mais ça serait vrai pour d'autres animaux, il y a ce qu'on appelle des dispersants, des animaux qui partent. Et des dispersants, il peut y en avoir de partout. Il y en a un qui s'est fait écraser récemment à Saint-Priest. Mais un dispersant, ce n'est pas un animal qui est établi. C'est un animal qui cherche un territoire, qui passe. Et on considère donc qu'aujourd'hui, il y a autour de... on est plus près de 700 individus, et ce qui correspond à 125 meutes. Si on m'avait dit, il y a un certain nombre d'années, un jour il y aura 125 meutes de loups en France, j'aurais dit non, c'est pas possible, pas chez nous. Et pourtant ils y sont. Alors maintenant, je reviens, qu'est-ce qu'un loup, qu'est-ce qu'une meute?
Qu'est-ce qu'un loup? Si vous avez la journée, on peut en parler. Mais je vais être plus court. Un loup, c'est un grand prédateur et c'est un carnivore. C'est-à-dire, à l'inverse d'autres bestioles, qu'on dit carnivore, vous prenez par exemple une fouine ou une martre, c'est vrai que ce sont des carnivores, mais ce sont aussi des animaux qui mangent des fruits. L'ours est à 80% végétarien. Il est classé parmi les carnivores, mais il a 70 à 80% de nourriture végétale. Le loup, non. Le loup, il mange de la viande. Alors, la viande, ça peut être des micro-mammifères ou ça peut être des cerfs. Qu'est-ce qu'une meute? Le loup, indépendamment des dispersants dont je parlerai après, le loup vit en famille. Une meute, en principe. Je dis bien en principe parce que le toujours et jamais, ça n'existe pas dans le milieu naturel. Vous oubliez. Mais en principe, une meute, c'est quoi? C'est un couple géniteur et très schématiquement, 2 générations de petits. Très schématiquement, j'y reviendrai après. Voilà ce que c'est qu'une meute. Alors, vous oubliez, si vous en avez envie, les termes, les alphas, les dominants, etc. Bon, dans une famille, c'est quand même le père et la mère qui commandent. Chez les loups, en principe, pendant un certain temps. Mais chez les loups, c'est pareil. Alors, la raison d'être d'un loup et d'une meute, à la question, la raison d'être d'un loup, j'aurais beaucoup de peine à y répondre, parce que je pourrais y répondre de façon presque éthique et philosophique. C'est un élément de la vie, donc pour moi, ça suffit comme raison d'être, si vous voulez. C'est beau, c'est bon. Alors, effectivement, il a son rôle de grand prédateur avec, vous avez tous vu les films sur Yellowstone, le retour du loup et l'impact que ça a eu dans le parc national de Yellowstone. Ça a eu, bon, c'est ça la raison. Mais c'est pas spécifique au loup, d'ailleurs, c'est spécifique au rôle des grands prédateurs. Et la raison d'être d'une meute, pourquoi les loups ont tendance, d'une façon générale, vivent en meute. Vous avez d'autres bestioles, comme l'ours, qui vivent de façon isolée, à part les femelles avec les petits, mais ils vivent seuls. C'est assujetti au régime alimentaire. Pour pouvoir être efficace sur le plan de leur alimentation, les loups ont compris qu'en étant, et ça, en fonction de ce que vous allez dire après, c'est un élément important, les loups ont compris qu'en étant plusieurs, on était plus efficace. Et vous verrez, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, la taille d'une meute, elle est assujettie à la taille des proies. Quand vous regardez la télé et que vous regardez Yellowstone, vous avez des meutes de 25 loups. Chez nous, une meute, c'est, j'y reviendrai, mais en valeur moyenne, c'est 5-6 bestioles. Parce que, à Yellowstone, les loups sont capables d'attraper des bisons. Donc, plus la taille de la bestiole est importante, ou l'élan, plus la taille de la bestiole est importante, plus il faut qu'ils soient nombreux. Voilà quelques photos de meutes. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je la trouve jolie sur la neige. Attends, mais j'en avais mis une autre, elle n'y est pas? Non, elle n'y est pas. Bon. Alors, je me sers pas assez de ça, hein, parce que parce que je reviens de. Ouais. Bon alors. Je vous laisse. Voilà. Parce que celle-là, je l'aime, c'est moi qui l'ai faite. Oui. Voilà. Là, vous voyez, il y a 5 individus. Alors, à l'époque où je l'ai faite, cette photo,
là, il y a 5 individus, c'est-à-dire qu'en tête, il y a un adulte, après, il y a 4 subadultes, et il y a sur le site de rendez-vous, j'y viendrai après pour vous expliquer ce que c'est sur le site de rendez-vous. Sur le site de rendez-vous, il y a, alors je ne l'ai pas trouvé le site de rendez-vous là, mais en principe, il y a 5-6 petits. Alors vous allez me dire, et j'anticipe sur ce que je vais dire après, ouais, mais vous nous avez dit qu'une meute c'était 5-6. Ça dépend à quelle période de l'année. Donc ça, j'y reviendrai après. Alors, une évolution, bah tiens, j'y viens tout de suite. Une évolution au départ. Tiens, on va prendre maintenant, là, à l'instant T. À l'instant T, le rut est fini, presque. Donc, la meute, chez nous, hein, je parle chez nous, la meute, c'est 5-6 individus, c'est-à-dire, à cette période de l'année, c'est le mâle et la femelle, et 3 individus qui sont des juvéniles de la précédente portée. Ça, c'est un schéma classique, mais quand je dis sauf exception, parce qu'il peut y avoir aussi un individu qui a été accepté pour X ou Y raison. Voilà. Ensuite, là, il va y avoir en mai la mise bas. C'est-à-dire que c'est 5 individus qu'on vient de noter, avec la mise bas, admettons qu'il y ait 5 louveteaux. Donc à cette période de l'année, la population globale de la meute, ça va être 10 individus. Bien, c'est à ce moment-là qu'il y a l'effectif maximum. Mais, le temps passant, il va se produire 2 choses. 1, une forte mortalité des juvéniles, qui n'est pas spécifique d'ailleurs aux loups. On considère que dans les populations animales, globalement, il y a 50% des jeunes qui sont nés qui meurent avant 1 an. 50%. Pour des raisons X, Y, il y a plein de raisons possibles. Donc, il va déjà y avoir cette mortalité juvénile. Il va y avoir aussi les juvéniles qui ont grandi vont avoir besoin d'aller, eux, conquérir des territoires pour pouvoir se reproduire. J'ai oublié de dire quelque chose. Pour pouvoir aller se reproduire ailleurs et quitter la meute. C'est la raison pour laquelle le loup est un animal qui a cette tendance expansionniste beaucoup plus que d'autres animaux. Alors, dans une meute classique, il y a un couple reproducteur. Parce que sur le territoire sur lequel vit une meute de loups, il y a une capacité alimentaire donnée qui permet pas, il n'y a pas un potentiel alimentaire qui permet normalement de nourrir plus d'une portée de petits, plus. Mais ça, c'est vrai très souvent. Mais il y a des exceptions et il peut y avoir une double portée. Si vous avez un potentiel alimentaire, pour plusieurs raisons, si vous avez un potentiel alimentaire très important, ou si vous avez une pression de destruction des meutes extrêmement forte. Il y a un biologiste de Biélorussie qui a beaucoup travaillé sur les loups. En Biélorussie, il y a un niveau de persécution des loups. Je pensais que c'était en France qu'on était les plus. Non, en Biélorussie, ils sont encore pires que nous. Et de ce fait, les loups, et ça, dans le cadre de votre réflexion, c'est éminemment important, compte tenu de cette persécution-là, le loup, en Biélorussie, il est capable d'avoir des doubles, voire des triples reproductions à très peu d'individus, de telle manière à ce que, oui, il y ait
une survie. Et le sexe ratio des portées est beaucoup plus important au niveau des femelles. Et dans l'éventualité où au niveau des reproductions, il n'y a pas suffisamment de femelles autour, c'est dans ces circonstances-là qu'il peut y avoir hybridation avec des chiens. Voilà. Alors, la taille d'une meute. La taille d'une meute, elle est éminemment variable et elle dépend d'un certain nombre de circonstances. Là, on vient d'en parler, mais je vais citer un exemple, un autre cas, où je vais en Espagne, qui est un endroit où il y a la plus forte densité de loups d'Europe occidentale. J'ai vu, enfin, je ne les ai pas tous comptés, hein, mais j'ai des copains qui sont biologistes qui étaient sur place, une meute où il y avait 22 individus. 22 individus au moment où il y avait les tout petits, c'est-à-dire où il y avait 8 petits. Mais 22 moins 8, ça faisait quand même du monde hein, en termes d'adultes et de subadultes. Parce que dans ce coin-là, il y a une densité d'ongulés qui est extrêmement importante. Le coin en question, je vous le cite, c'est la Sierra de la Culebra. Alors, la capacité biologique, je viens de le dire en fait, c'est cet exemple. Hein. Plus il y a la capacité à nourrir une population de loups, d'une part, plus la taille de la meute peut être importante, et ça a aussi une incidence sur la dimension du territoire. Le territoire, il peut être plus réduit, puisqu'il y a suffisamment... En fait, la notion de territoire, elle est assujettie à la capacité nutritive. Hein. Alors, qu'est-ce qui est marqué là? Ouais. Alors, comment ça se passe? J'y vois pas. Oui. L'occupation territoriale, ça c'est intéressant aussi. Actuellement, au moment de la mise bas, la louve va chercher un terrier, ou pas forcément un terrier d'ailleurs, un endroit où elle va mettre bas. Bien. Et ça, c'est l'épicentre du territoire. C'est un endroit extrêmement localisé. Les petits, quand ils vont naître, ils vont y rester dans la tanière environ 4-5 semaines. À la sortie, après ces 4-5 semaines, les petits vont aller, et j'ai déjà utilisé le terme, sur ce que les biologistes appellent un site de rendez-vous. Alors il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs. Le site de rendez-vous, c'est quoi? C'est un espace où les petits sont là, accompagnés souvent d'un subadulte. Souvent c'est un subadulte. Ils sont dans une zone qui est éminemment variable, mais qui est souvent assez réduite. Et c'est là que les adultes et les subadultes vont venir les nourrir. Bien. Et ça, cette place-là, qui est pas très 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 loin de la tanière, ils vont rester dans ces sites de rendez-vous jusqu'à la mi-octobre. Donc pendant toute cette période-là, la notion de territoire, tout ça s'exprime sur une surface relativement réduite. Et après, à partir de mi-octobre, alors là, les loups partent en meute et vont faire explorer l'ensemble de leur territoire. C'est à ce moment-là qu'on a des chances, ou le plus de chances, de voir la meute dans son ensemble. Parce qu'autrement, là, au mois de juillet, je vais aller voir des loups. Je vais voir ici, je vais voir 2 loups. Là, je vais peut-être voir, si je suis sur le site de rendez-vous, je vais peut-être voir le subadulte avec 4-5 petits, mais je vais pas, c'est rare de voir la meute tous ensemble, parce que j'y vais pas aux bonnes périodes en fait. Hein. Vous pouvez revenir sur la photo d'avant. Non, avant. Voilà.
Ça, regardez, si j'ai mis cette photo, c'est que c'est éminent. Sur la photo d'avant, vous avez vu non, là, celle d'avant. Voilà. Là, ça c'est un terrier qui était un terrier de blaireau, qui a été occupé et agrandi par les loups. Chaque année, il y a une mise bas ici. Hein. Et c'est à vol d'oiseau, c'est à 1 km d'une autoroute. Hein. Bon, alors, ça c'est un terrier. Autre type de gîte, la photo d'après. Voilà. Regardez ce que c'est là. C'est que de l'églantier. Et c'est pas un terrier, hein. C'est dans un fossé qui est entièrement recouvert d'églantier. La photo d'après. Regardez les épines. Regardez les épines à côté du louveteau. Ben, ils sont là-dedans. Donc le loup ne crée pas forcément, pour info, ne creuse pas ou n'utilise pas forcément un terrier. Il peut mettre bas à ciel ouvert. Ouais. Voilà un site de rendez-vous. Le site de rendez-vous sur la diapo d'avant. Voilà. Là, c'était en... Je ne sais pas combien, il y a 6 louveteaux, en fait il y en avait 9. Hein. Là, je ne les ai pas tous vus, moi, mais il y en avait 9. On ne sait pas. Alors, c'était sur une place de nourrissage qui était aussi un site de rendez-vous. Donc, ils avaient beaucoup à manger. Et pourquoi 9 ? On ne sait pas si c'était une double reproduction ou si c'était la même femelle qui a fait 9 petits. Elle peut faire 9 petits. Oui. Et après donc, c'est tout le territoire. Alors, c'est un territoire d'un loup, d'une meute, en fonction des disponibilités alimentaires, c'est entre 100 et 300 km². Hein. Donc c'est grand. Hein. Oui. Alors, voilà. Le rôle de chacun au sein de la meute. La meute a l'élément directeur du fonctionnement d'une meute, c'est faire des petits et les élever. C'est sa préoccupation première. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, ce n'est pas spécifique au loup, mais ça explique après l'organisation autour. Donc, ils font des petits. Mais à partir du moment où ils font des petits, ça veut dire que dans la mesure où leur alimentation est carnée, ça veut dire qu'il faut leur apporter à manger. Et là, tous les individus, mâles, femelles et subadultes, vont aller chasser pour trouver des proies. Et à ce moment-là, ils chassent en fonction de leur affinité entre individus, ils chassent à 2, ou ils chassent tout seuls, ou ils chassent à 3, mais ils ne chassent pas en meute à ce moment-là. Ils partent, et puis à partir du moment où ils ont tué quelque chose, ils ont des moyens de communication évidemment, et ils rapportent à manger aux petits. Donc le rôle de tous les individus, à ce moment-là, c'est de participer au nourrissage des petits. L'élevage proprement parlé des louveteaux, c'est quand même un élevage familial mais collectif. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, c'est souvent un subadulte qui va rester sur le site de rendez-vous. Mais c'est, oui, souvent, mais il peut y avoir 2 subadultes qui restent. Et puis il peut y avoir des subadultes qui sont aujourd'hui qui ne seront pas les mêmes que demain. Il y a une répartition qui se fait. Alors, en fonction de quels critères, je ne les connais pas. Hein. Voilà. Il est clair qu'à partir du moment où l'élevage est fini, fin de la présence sur les sites de rendez-vous autour du 15 octobre, la femelle, et là c'est souvent la femelle,
qui rappellent tout le monde, et là, ils vont faire, comme je le disais tout à l'heure, l'inspection de l'ensemble de leur territoire. Et sur leur territoire, et à cette période, ils se déplacent, ils restent dans une zone pendant une quinzaine de jours, alors en ayant tué 1, 2, 3 proies, et après, ils changent de secteur, 100 ou 200 ou 300 km², ça fait quand même des kilomètres, hein. Donc ils vont plus loin, et donc ils se déplacent, et ils marquent bien sûr leur territoire, pour faire en sorte de faire comprendre aux meutes voisines qu'ici, ils sont chez eux. Voilà. Dans une population de loups, comment on compte les loups? On compte les loups, il y a eu plusieurs études qui ont été faites dans ce sens, on compte les meutes. Et on dit une meute, c'est en moyenne 6, on va dire 6 loups, et on rajoute 30% d'éléments dispersants. C'est-à-dire que il suffit de regarder sur les journaux, et quand on a une revue de presse spécifique sur le loup, on s'aperçoit qu'il y a un loup qui a été vu ici, il y a un loup qui a tué des moutons là, en Bretagne, tiens, il était pas loin du village, etc., etc. Effectivement, quand les individus atteignent à partir de l'âge de 2 ans, ils peuvent être dispersants. Il leur arrive d'ailleurs de ne pas être dispersants à 2 ans et de rester. Tout à l'heure, je vous disais que dans une famille, normalement, vous avez 2 générations, il peut y en avoir un. Je vous ai dit, toujours jamais, ça n'existe pas. Hein. Il peut y en avoir d'autres qui sont un peu plus vieux qui restent, pour X ou Y raison. Et donc, à partir d'un certain moment, les jeunes, quand ils atteignent un certain âge, vont partir en quête de territoire. Et il y a 2 éléments qui sont des éléments déclencheurs, c'est les besoins de reproduction, dans la mesure où normalement il n'y a que le couple, j'allais dire alpha, mais bon, le couple reproducteur, il n'y a que lui qui se reproduit normalement, sauf exception. Donc ceux qui ont envie de se reproduire, de créer, etc., une meute, ils partent. Première cause. Deuxième cause, c'est un problème de nourriture. Ils s'aperçoivent, tant qu'ils étaient tout petits, ils étaient prioritaires. On les bichonnait. Puis à partir du moment où il y a l'autre génération, c'est fini. Non seulement on les bichonne plus, mais il faut qu'ils aillent chercher de la nourriture pour nourrir les petits. Et il arrive un moment où c'est un élément qui permet justement de garder un effectif constant sur un territoire donné. Parce que le territoire donné n'a pas la capacité à nourrir plus d'un certain nombre de loups. Je ne sais pas si j'ai été clair, on y reviendra après. Oui, je l'ai dit, ça, c'est le changement de statut et pour se reproduire. Alors, à l'adaptabilité de la meute en fonction de son environnement, ouais. Alors le loup, quand on voit cette photo et qu'on est habitué à vivre en montagne, on se dit, ouais, le loup, voilà, son environnement au loup, c'est ça. Moi, les premières années où j'ai couru après les loups, j'allais dans ces coins-là. Et effectivement, mais c'est pas que ça, le loup, il a une capacité d'adaptation. Regardez l'autre photo. Là, ici, là. Il y a des loups et il y a une densité de loups qui est équivalente à ce qu'on vient de voir avant. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est dans la plaine céréalière d'Espagne qu'il y a vers Zamora, Burgos, toute cette partie-là. Alors, vous allez me dire, non mais attendez, vous nous racontez n'importe quoi là. Il n'y a pas une autre photo derrière ? Si, tiens, là.
la photo que je vous ai montrée du petit louveteau, là, au milieu où il y a plein d'épines, elle a été faite ici. Je ne sais pas si c'est ici ou là. Bref, vous voyez cette ligne-là, cette ligne de végétation. Ben, c'est les églantiers et 2-3 arbres, et c'est dans un fossé qui sépare de près. Ils sont là-dedans, et là, qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, il n'y a pas les densités de cerfs, de sangliers, non. Mais comme c'est une bestiole qui est éminemment capable de s'adapter, ben, c'est lapins, lièvres, un certain type d'oiseaux, notamment en hiver, les grandes outardes, et beaucoup de micro-mammifères. Ils chassent comme les renards, beaucoup. Et quand il y a des chevreuils, bon, il va taper les chevreuils, bien sûr. Non, mais quand on regarde ces deux photos, quand on regarde ces deux photos, voilà, juste avant, là et la suivante, on se dit c'est quand même une bestiole qui a une sacrée plasticité, hein, sur le plan écologique. Hein. Elle est capable de vivre. Voilà. Alors maintenant, vous allez certainement me dire, vous me posez une question, est-ce que le loup, c'est un animal dangereux? Alors je vais vous raconter, et ça va être fini, hein, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Un jour, j'étais à l'affût au loup. Sur la première photo que vous avez vue au départ, vous avez la bande là. Et là, il y avait 2 loups. En fait, ils étaient 3. C'était des immatures qui étaient sur un cerf. Et j'étais avec un copain qui est garde et mon épouse. Et ils étaient à 300 mètres, j'avais mon télescope, ils étaient là, on les regardait, puis il n'y en a que 2. Et à un moment, ils étaient là-bas. Et à un moment donné, mon épouse qui se retourne vers moi, probablement pour me regarder, le temps devait lui durer, elle me regarde, et elle me dit « Bob, le loup !» Je prends mes jumelles, je me retourne, et je regarde avec mes jumelles comme ça. Elle me dit « Non, là !» Et il était là, vers le pouf, là. Il passe, et il s'en va. Mon copain garde dit « On y va ». On part là-bas, et on s'est amusé pendant 1h30 avec ce loup. Amusé, c'est-à-dire qu'il avait attrapé une bouteille, il partait avec la bouteille, il se retournait vers nous, il était couché comme ça en nous regardant, on s'approchait, quand on était à 5-6 mètres, paf, il prenait la bouteille, il repartait, il se retournait, il se recouchait, il attendait qu'on vienne vers lui. Et il a fait ça peut-être 10 fois, 20 fois, j'en sais rien. Et à un moment donné, mon épouse, qui s'était fait opérer de la carotide et qui avait un sac avec tous ses remèdes dedans, n'était pas venue, elle était au bord de la route, elle nous regardait comme ça. Et à un moment donné, il y a le loup qui ne nous regarde plus, et il regarde, et il va directement sur ma femme, comme ça. Oui, on peut, voilà. Voilà. Donc, elle tient son sac, parce que le loup, je ne sais pas si vous voyez ce machin là, c'est le loup qui cherche à lui piquer son sac. Voilà. Elle me dit, Bob, mon sac, il y a les remèdes. Bon, donc j'ai crié. Et après, mon copain garde, voilà, il a attrapé le sac et on s'est amusé encore. Et quand on me pose la question, à quelle distance vous avez vu le loup? Je dis, ça dépend des circonstances, mais le plus près, parce que je n'ai pas complètement fini, le plus près, c'est 14 cm. Pourquoi 14 cm? Parce que j'ai fait une erreur débutant. On était là, c'est fait aux 50, hein, j'étais là. Je l'ai regardé dans les yeux. Ben oui, je ne pouvais pas. Je l'ai regardé dans les yeux, et il ne faut jamais regarder un prédateur dans les yeux. Je le savais, mais dans ces circonstances, j'y ai pas pensé. Il est venu vers moi, et schlac. Et c'est terrible parce que s'il m'avait mordu un peu, j'aurais une petite cicatrice et je pourrais faire le malin. Et maintenant, bon, rien. Il a même pas déchiré ma polaire. Il a chopé ça. Donc, j'ai mesuré, c'est 14 cm. Donc non, le loup, c'est pas un animal dangereux.
Et c'est pas... bon, alors ça, c'est un immature, c'est pas plus impressionnant qu'un chien. Hein. Et comme il n'était pas agressif. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, voilà, temps de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Pas quoi? Vous retournez pour être bien face. Merci Georges. Tu l'as évoqué à un moment, il est possible que des individus se greffent à une meute. Donc en fait, la meute, elle accepte des individus qui ne sont pas de la famille de fait. Qui ne sont pas de la famille. Ça pour le coup, je pense que c'est assez rare chez les animaux sauvages. Je ne sais pas si on le voit sur d'autres types d'espèces. Oui, mais à partir du moment, pourquoi? Alors, le pourquoi, c'est une réponse humaine. Il y a peut-être des pourquoi qu'on ne connaît pas. Hein. Mais à partir du moment où on va dans une meute, là, actuellement, il va y avoir un tir d'un ou deux individus, dans le cadre du prélèvement des loups, etc. La meute va être complètement affaiblie. Si, parallèlement, dans ce temps-là, il y a un ou deux individus qui sont dispersants, qui traînent autour, ils seront acceptés parce que ça va permettre à la meute, l'arrivée de ces individus exogènes, ça va permettre à la meute de se reconstituer et d'avoir une capacité à s'alimenter en tant que meute et de prélever, parce que si on flingue par exemple des individus qui sont les plus expérimentés, il y a la capacité de prélèvement de la meute se trouve altérée en faisant venir d'autres individus. Voilà. C'est une des raisons. Il peut y avoir aussi une autre raison. Si il y a un des parents, le mâle ou la femelle reproductrice, qui disparaît, qui meurt accidentellement ou tué, et qui est un individu qui soit sexuellement mature autour, c'est peut-être celui-ci qui va s'imposer pour ensuite devenir le mâle dominant. Voilà, mais il y en a peut-être d'autres qui nous échappent. Non, mais c'est assez parlant par rapport à la notion de collectif. Hein. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et le deuxième point, c'est on parle beaucoup, et tu l'as très bien dit, hein, on parle beaucoup de chasser en meute. C'est une expression qu'on entend, nous, dans nos métiers de développement économique, où à l'époque, on nous expliquait que pour aller chercher des marchés, il fallait que les entreprises, les grandes, les petites, partent ensemble. On le voit, c'est vachement plus complexe que ça. Chasser en meute, on le voit notamment en France, il n'y a pas nécessairement de chasse en meute, pas toujours en tout cas. C'est aussi des individus qui chassent seuls, mais par contre qui ramènent à la meute. Je trouve que ça, c'est quand même assez incroyable. Faut distinguer deux périodes. La période de l'élevage des petits, où là, pour des raisons d'efficacité, si toute la meute partait chasser à ce moment-là et n'arrive pas à prélever une proie, on ne pourrait pas nourrir les petits. Les opportunités sont vachement plus importantes en se dispersant. Ça, c'est vrai au moment de l'élevage. Au moment où l'élevage est terminé, la meute, elle est souvent dans son ensemble. C'est à cette période-là qu'elle va peut-être s'occuper de proies plus importantes. Mais même à cette période-là, il y a des affinités entre individus, et j'ai des tas de copains qui mettent des pièges photos, qui le voient très 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 bien. Il y a au sein de la meute des affinités, un frère et une sœur qui s'entendent mieux qu'avec les autres. Ils ont tendance à partir entre eux. Mais il y a quand même des moyens de communication au niveau des loups qui fait que quand, ça ne se fait pas systématiquement, mais ils s'appellent. Hein. Ils s'appellent. Hein. Donc voilà, je voulais juste c'est la réponse que je voulais entendre et je voulais que tout le monde médite sur
Non, mais tu me dis s'il y en a d'autres. Non, mais c'est parfait parce que le parallélisme avec nos métiers, avec ce qu'on fait, là, il est évident. Donc ça veut pas, voilà, ça, vous en tirez, à méditer, mais effectivement, on peut faire du transversal sans être nécessairement toujours ensemble. Il faut juste bien communiquer et on n'est pas obligé d'être à 4 en réunion. On peut faire confiance à l'autre, mais à des moments, il faut être 4 en réunion parce que en face, c'est vital. Donc voilà, il faut s'adapter. Donc je trouve non, merci Georges là-dessus. Petit message pour Adeline et Clément, si vous avez des questions, vous pouvez le poser dans le chat et puis je les poserai pour vous. J'aurais une question sur, du coup, vous nous avez parlé de l'organisation entre les loups et puis par rapport à l'organisation entre les hommes et les femmes. Et notamment, vous nous avez parlé du mâle alpha. Et derrière, du coup, le sujet, qui est aussi un sujet de débat actuel sur la société du patriarcat, et puis des mutations qui peut y avoir. Enfin, on voit que c'est dans le débat même politique, lié au présidentiel. Et du coup, vous qui êtes un spécialiste de l'étude de la nature, et vous nous dites que du coup, la société, d'organisation entre les loups n'a pas de principe, je dirais, tout est mutable finalement. Pardon, il n'y a pas de... C'est-à-dire que ce que vous nous dites et ce qu'on entend de la part de tous les naturalistes qui étudient les espèces, c'est qu'il y a une évolution permanente et qui fait que les organisations, elles sont toujours amenées à pouvoir évoluer dans le temps. Et donc du coup, quel est votre regard, vous, par rapport à l'organisation de la meute quand vous étudiez les loups, sur lesquels c'est quand même basé sur, vous nous disiez, un mâle avec une femelle, et du coup sur cette capacité d'évoluer dans les organisations, est-ce que par exemple la façon dont les loups s'organisent entre eux, est-ce qu'elle a évolué dans le temps? Est-ce qu'elle est capable d'évoluer en fonction du coup des conditions qu'il peut y avoir dans la nature? Alors, elle n'a pas évolué dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut penser, enfin, je ne vivais pas au paléolithique, même si je ne suis pas tout neuf, mais on peut considérer que l'espèce en tant que telle n'a pas vraiment évolué. Mais par contre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fonction des circonstances, elle a une forte capacité d'adaptabilité. Vous avez ici la femelle qui va disparaître, donc vous avez une nouvelle femelle qui va être acceptée, ou au sein de la meute, s'il y a des femelles, il y a peut-être une des femelles qui va devenir reproductrice. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'évolution qui se fait. Intrinsèquement, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est ce que je ressens, intrinsèquement, la meute a la capacité de faire face au maximum de situations. Et elle va trouver les moyens d'adaptation. Si on lui laisse, si on la flingue pas complètement, si on lui laisse la possibilité, elle va trouver les moyens d'adaptation. Je citais le cas, parce que celui-là il est quand même extraordinaire, le cas en Biélorussie, où les bestioles sont persécutées comme c'est pas possible. Il peut y avoir un mâle avec, la meute peut être plus essentiellement un mâle, il n'y a plus de juvéniles, ils ont tous été flingués, mais à ce moment-là, le mâle il va chercher 1, 2, 3 femelles, et sur le même territoire, et les 3 femelles vont faire des petits qui seront beaucoup pour... Ouais. S'il n'y a pas ça, eh ben, il y aura, s'il y a une femelle toute seule qui reste, elle va chercher un mâle, un chien, enfin voilà. Voilà ce qui risque de se passer. Le loup a cette capacité de telle manière à ce que les conditions de sa survie en tant qu'entité soient maintenues. On sauve l'identité de la meute. Tous les moyens sont bons. Une question là-bas. Oui, finalement, on a assez peu parlé de communication entre les loups. Donc, je suis intéressée de savoir comment ils communiquent, effectivement. Et ma deuxième question, on a parlé rapidement des rôles
au sein de la meute. Est-ce que c'est si binaire, entre guillemets, que ça? C'est-à-dire, il y en a un qui est en charge de l'élevage, l'autre qui doit aller chasser, l'autre qui, je ne sais plus, vous citiez quelques rôles. Est-ce que les choses sont finalement tangibles ou très réparties de façon très organisée? Ok. Alors, communication. Les animaux, le loup, mais les animaux communiquent entre eux. Alors quand vous lisez un bouquin, quand vous écoutez une émission, on va dire, il va marquer son territoire. Ouais. Mais il va surtout, avec ses crottes, son urine, pour d'autres bestioles dégratées, il va surtout mettre des éléments qui permettent à ses congénères d'avoir une lecture. Alors on dit nous, et ça c'est parce que c'est très anthropomorphique, on dit c'est pour savoir quel est le sexe, si la femelle est en chaleur, si. Ouais. Mais ça c'est notre interprétation. Ils ont peut-être des éléments de communication qui nous échappent, qu'on ne connaît pas. Donc oui, les animaux communiquent entre eux. Alors par marquage, le loup n'échappant pas à la règle, d'autres le font, le loup le fait beaucoup. Par exemple, quand vous vous promenez dans une zone où il y a des loups, regardez systématiquement à la croisée des chemins, là il y a de fortes présomptions pour que vous trouviez une crotte de loup. À la croisée des chemins, quand vous êtes sur un territoire de loup, c'est souvent qu'on trouve des crottes de loup. Et puis, le loup, il a sa communication, ses hurlements. Bon, et ces hurlements, j'ai vu le loup beaucoup de fois, je l'ai entendu peu de fois, et je peux vous dire que c'est vrai, quand on est naturaliste, voir un loup, c'est un très très grand moment, mais l'entendre, c'est encore autre chose, parce que je pense qu'il y a une partie du paléolithique qui est en nous, qui remonte en surface. Ouais, mais entendre une meute de loups, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors ça, c'est son autre mode de communication, hein. Et ça, le loup le fait beaucoup mieux que n'importe quelle autre espèce. Ça, c'était la réponse à ma première question. La répartition des rôles, est-ce qu'elle est figée? D'abord, pour répondre à cette question, il faudrait pouvoir faire des observations sur la même meute dans le temps, ce qui était éminemment difficile. Mais globalement, non. Non. Alors si. Par exemple, pour la chasse, vous allez avoir les plus expérimentés, c'est-à-dire le mâle et la femelle, c'est eux qui vont mener, parce qu'ils auront appris, c'est vrai pour les chiens de chasse d'ailleurs quand ils chassent, hein, c'est qu'ils auront appris à leurs petits de rester en retrait, etc. Mais là, pour la chasse, quand ils chassent en meute, on peut considérer qu'il y a une certaine hiérarchie. Mais cette hiérarchie, c'est une hiérarchie qui est liée à l'expérience. Parce que si, au moment d'une chasse, vous avez, d'une meute, vous avez un jeune qui attaque ou qui fait une bêtise, et que la proie s'en va, derrière, il va se faire causer, hein. Il va se faire causer. Hein. Maintenant, pour l'élevage des jeunes, bah oui, il y a une répartition. Quand la femelle est dans son terrier, il n'y a que le mâle qui la nourrit. Les autres n'y vont pas. C'est le rôle du mâle. Mais au niveau du gardiennage des petits, par exemple, non. Aujourd'hui, c'est une femelle qui va les garder, une femelle immature. Demain, ça sera peut-être la mère qui les gardera. Après-demain, ça sera peut-être deux jeunes. Bon, non, ça dépend. Alors les critères, je pense que faut pas perdre de vue quand même que si les immatures ont pour fonction d'aller à la chasse pour nourrir les petits, ils y vont aussi pour se nourrir eux. Donc, un jeune immature qui, la veille, a bien
manger, il a moins envie de retourner à la chasse, et s'il peut garder les petits, il va garder les petits. Une question de Florent. Bonjour. Un petit peu quand même de recul aussi pour se dire que... Parle bien fort. Non, c'est pour enregistrer. C'est pour les collègues. D'accord, ouais, parce que je me disais, d'accord. Ok. Je voulais pas parler que trop Georges fort. puisse écouter. Ouais. Donc le loup aujourd'hui, finalement, c'est le résultat d'une pression sélective et d'une adaptation à une niche écologique qui d'ailleurs doit être assez pauvre hein, pour qu'il soit aussi adaptable. Il faut pouvoir... J'entends mal, vous pouvez vous rapprocher parce que j'entends mal là. Excusez-moi. on va y arriver. Hop. Excusez-moi. Je disais, le loup finalement, c'est le résultat à l'instant T hein, d'une évolution soumise à la pression sélective et en fonction d'une niche écologique dans laquelle il s'épanouit. Et niche écologique, je disais, sans doute assez pauvre, hein, parce qu'on voit qu'il n'a pas la même place. Il peut chasser des rongeurs, il peut chasser des grands mammifères. Et on voit que dans d'autres continents où il y a des plus gros animaux, par exemple en Afrique, le loup n'a pas la même place, puisqu'il y a des grands félins. Voilà. Donc en fait, c'est une adaptation à son environnement. Et aujourd'hui, son organisation, sa communication, finalement, c'est une tentative d'optimisation de cette adaptation à cet environnement pour survivre, hein, transmettre les gènes. Et ce qui fait qu'il est encore là, même s'il a failli y passer, il est encore là. L'homme, c'est un peu différent, parce qu'à un moment donné, notre organisation, on la décide. Elle n'est pas forcément le fruit d'une optimisation par rapport à un environnement. On a dépassé ce stade, on a même domestiqué le loup, puisque c'est le premier animal qu'on a domestiqué. Donc aujourd'hui, notre organisation, c'est à nous de la décider finalement. À nous de voir comment on veut s'organiser. Et alors que le loup, lui, non, il n'a pas cette latitude. Il fait au mieux par rapport aux contraintes qu'il a. Donc c'est juste la petite nuance dans la façon de dire, regardons comment il s'organise et comment on pourrait s'organiser. Nous, on décide en fait. On fait comme on veut. Et du coup, c'était une précision, c'était pas une question. Oui, d'accord. Voir si Oui, mais... pas, hein. C'est un avis. Hein. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que vous pensez, vous avez parlé de la niche écologique qui était plus. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vrai aussi pour l'espèce humaine? Vous dites nous, on décide. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, les gens qui arrivent d'Ukraine, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, ils n'ont pas choisi, ils sont là. Donc, il y a d'autres conditions. Hein. Vous avez des gens, ceux qui sont dans la rue, qui dorment dehors, parce que pour X ou Y raison, ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas fait le choix. Ils sont dans une niche écologique, pour reprendre la comparaison, qui est très, très, très altérée. Pour eux, elle est très altérée. Quand on a un certain niveau de vie, quand on vit dans un monde comme celui dans lequel on vit nous, effectivement, vous avez raison. Mais c'est vrai quand même que pour une certaine partie de la population, c'est pas vrai pour tout le monde. Alors là, je parle pas du loup, hein. Je vous dis simplement que j'avais pas le même ressenti que vous. Maintenant, j'en reviens au loup. Non, là non plus. Si le loup vit dans ces grandes plaines céréalières là, où il n'y a rien a priori, personne ne lui a imposé d'aller y vivre. S'il y est, c'est que finalement, les conditions nécessaires à sa vie, y compris à sa reproduction, parce qu'il fait autant de petits là-bas qu'il fait dans le Mercantour, par exemple. Hein. Les conditions sont réunies. C'est notre regard qui fait qu'on se dit, dans ces conditions-là, il survit. Non. Il a une telle plasticité, j'y arrivais pas, merci. Il a une telle plasticité que il peut vivre. Le loup, en tant qu'espèce, il est capable de vivre dans l'Arctique, et puis il est capable de vivre dans le désert, pratiquement. Et s'il est capable d'y vivre,
c'est que il y trouve les conditions nécessaires. C'est pas un choix. C'est que les conditions, bon, c'est pas forcément plus dur, c'est différent. Alors c'est vrai que les loups qui vivent dans le Mercantour, bah là, ils sont cool, hein, parce que vu les densités d'ongulés qu'il y a, mais d'un autre côté, ils vivent dans le Mercantour, mais c'est pentu comme ça. Il y a une mortalité juvénile qui est très importante parce que les conditions du territoire sont fortes, parce qu'il va y avoir autour des bataillons de chasseurs qui vont les flinguer, etc. Donc il peut y avoir plein d'autres raisons qui fait que le loup, il peut s'adapter. Et c'est en ça que c'est extraordinaire, parce que il n'y a pas beaucoup d'espèces animales qui aient une telle capacité d'adaptation. Et cette adaptation-là, cette capacité d'adaptation, c'est pas un problème de survie. C'est pas comme s'il avait été... il y avait une tendance à l'éradication à tel endroit. Non. De partout, on a cherché à exterminer les loups. Bah, ceux qui vivaient ici, bah, ils en ont fait leur affaire, et puis ils se sont redéveloppés. Ceux qui vivaient ici et dans ces plaines céréalières, et ben maintenant, il y a des niveaux de densité dans ces plaines céréalières qui est équivalente à celle qui existe chez nous, par exemple dans le Mercantour. Il y a une meute dans ces coins-là, il y a une meute tous les 6-7 kilomètres. Donc c'est court. Voilà. Sur les loups qui vieillissent, parce qu'il y en a qui arrivent à atteindre les 7, 8, 10 ans, qu'est-ce qu'ils deviennent dans la meute? Comment ils sont... Parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes, on a parlé du mâle et de la femelle, on va dire, à l'origine, mais une fois qu'eux vieillissent vraiment, et s'ils n'ont pas été tués accidentellement ou par tir de prélèvement, comment ça se passe ensuite? Alors, ce que tu dis là, c'est un phénomène qu'on rencontre aussi pour d'autres espèces. Au sein de la meute, chacun a sa place pendant un temps donné. À partir du moment où le mâle dominant, ben, il est plus dominant, il prend un rang inférieur, et à ce moment-là, il va rester dans la meute, mais il va être, on le prend plus. Là, c'est de l'anthropomorphisme que je fais, mais on le prend plus au sérieux. Il a été le patron, il l'est plus. Hein. Il l'est plus. Il y en a un autre qui a pris la place. Et alors, par contre, il y a un élément qu'il faut considérer, c'est que la durée de vie moyenne d'un loup, dans le milieu naturel, c'est 5-6 ans. Hein. Donc, le petit vieux, il n'y en a pas beaucoup des petits vieux chez les loups. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Pardon? Ah, ça c'est sûr, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, Georges, la phrase? Oh, bah oui, l'homme est un loup pour l'homme, oui. Oui. Et en utilisant un terme péjoratif, parce que l'homme est un loup pour l'homme, c'est donner au loup une image qui n'est pas la mienne. L'homme, il n'a pas... Pardon, qu'est-ce que... L'homme est un homme pour l'homme. Oui, on utilise un terme qui n'est pas justifié, en fait. Il n'y a pas dans le monde animal, et quelles que soient les espèces, des monstruosités qui se produisent interespèces comme chez la nôtre. C'est nous qui sommes les plus inventifs en termes de monstruosité. C'est une belle conclusion.
Merci.